Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau meet-up AWS de Lyon. Ce soir, on aura donc deux invités, qui est en personne de Jérôme Guillon et de Mohamed, qui sont tous les deux membres de Cloud Partners, donc notre réseau de freelance. Le thème tournera autour de CDK et donc d'une présentation d'un produit, celui de Mohamed, Viscon. Et après, on aura tous le droit donc d'aller manger un petit bout et de boire ensemble, et se faire du networking. Concernant les prochains meet-up, le prochain, donc ce sera pour le re-event, un résumé où on analysera ensemble tout ce qui s'est passé pendant l'événement. Et puis après, pour février 2026, c'est déjà booké, et puis on vous en reparlera ultérieurement. Et pour mars 2026, si vous avez un sujet qui est intéressant et que vous souhaitez le présenter, n'hésitez pas à échanger avec nous. On pourra voir ensemble ce qu'on peut faire. Concernant les événements à venir, côté AWS, vous pouvez voir tous les events à venir, sachant qu'on a le re-event qui est passé, l'événement principal de l'année. On partira du coup sur le Summit de Paris. Ce sera en avril, c'est bien ça? Autour du 1er avril, il me semble. Autour du 1er avril. Et puis après, vous pouvez toujours nous rejoindre sur le Slack d'AWS France, la communauté francophone, pour discuter avec nous ou tous les autres membres. Ok. Alors sur le PowerPoint, il va falloir être du genre. J'ai perdu la version juste à l'instant. Voilà, donc je vais vous parler aujourd'hui de pourquoi j'utilise CDK, AWS CDK, et qu'est-ce qu'il m'apporte au quotidien. Et je vais essayer de vous le partager. Donc voilà, je suis Jérôme Guillon, je suis freelance depuis pas mal d'années. J'ai une quinzaine d'années d'expérience dans l'IT. Je suis AWS enthousiaste depuis 2018 à peu près. Voilà, j'ai un background de développeur et je suis parti sur des sujets plutôt de solution architecture, de data. Et je suis notamment un membre du Cloud Partners, donc notre réseau de freelance. Alors il y a une première, avant de commencer, un petit sondage dans la salle. Combien d'entre vous pratiquent CDK à la main levée? Ok. Très bien. Donc combien d'entre vous pratiquent le CloudFormation? De temps en temps. Ouh là là, je pointe un conquis. Et combien d'entre vous pratiquent le Terraform? Ok, ça me donne une bonne vision. Je vois ça. Alors moi, mon voyage sur les outils d'infrastructure as code, ça a démarré avec Terraform, sur des applications serverless principalement. Ensuite, je suis basculé sur des sujets dans des contextes clients qui m'ont imposé le CloudFormation. Ça a eu le goût d'une belle régression, faut le dire. Voilà, des déploiements lourds, alors qu'avec Terraform, on accédait à quelque chose d'assez sympa, des déploiements reproductibles. On retrouvait la même chose dans CloudFormation, mais voilà, avec quelques lourdeurs supplémentaires, un YAML qui est vraiment beaucoup plus lourd, des syntaxes pas forcément faciles à appréhender. Après, j'ai participé à des projets sur lesquels il fallait être un petit peu plus, il fallait délivrer un petit peu plus du serverless, avec donc des lambda et autres composants un peu plus cloud native. Donc là, je me suis intéressé à SAM, toujours dans l'idée de compatibilité avec la CloudFormation, toujours un contexte client CloudFormation. Et j'ai trouvé de l'intérêt fort à la capacité d'avoir du bundling très performant, d'avoir de la capacité à aller vite sur des policies IAM avec des templates qui sont fournis by design, et pas mal de petits fonctionnements qui font que l'utilisation était plutôt agréable, mais restait assez limitée et assez verbeuse dès qu'on retournait dans le YAML L, on va dire. Et puis après, j'ai découvert CDK et désormais, c'est mon outil principal au quotidien. Donc en fait, je suis passé d'une logique d'infrastructure as code à vraiment une logique d'infrastructure is code. Alors ce que c'est CDK, c'est un framework open source. Principalement, l'idée c'est de pouvoir provisionner des ressources cloud avec un langage familier.
Donc les langages, TypeScript, JavaScript, donc tout l'écosystème Node, Python, Java, Go, .NET, voilà, on va pouvoir actionner tous ces types de langages. Un process standard CDK, ça va être à partir d'un source code, principalement TypeScript par exemple, ou autre, ça peut être du Python. Donc on va actionner le CLI. Ce CLI va nous générer du Cloud Assembly. Un Cloud Assembly, ça va être un mélange à la fois du template, ça va être du template CloudFormation pour ne pas le cacher, et ça va être des assets, des lambdas compilés, des éléments agrégés et qui vont être poussés vers S3 et consommés par le CloudFormation. Donc ensuite, on a une phase de déploiement. Donc, on va déployer la stack via CloudFormation et donc les ressources, in fine, vont être provisionnées sur le cloud provider, enfin sur AWS en l'occurrence. Il existe d'autres c'est un Cloud Development Kit, donc c'est une baseline pour supporter différents outils. Il existe d'autres outils que la capacité de générer du CloudFormation. Donc il y a le CDK for Terraform et il y a le CDK pour Kubernetes notamment, qui sont l'un soutenu par la HashiCorp et le second qui est soutenu par la Cloud Foundation, je crois. Ouais, c'est ça. Donc ça, on ne va pas creuser ça aujourd'hui, mais sachez que ça existe. Basiquement, ça, vous retrouverez ça sur les Getting Started et autres, ça je ne vais pas trop m'attarder. Mais voilà, l'outil s'articule autour de commandes de base. Donc il y a le CDK Bootstrap, donc la capacité d'aller déployer un certain nombre de fonctionnements de base qui vont permettre de déployer dans un compte AWS. Ensuite, il va y avoir le CDK Init qui va permettre d'initialiser une application dans un langage souhaité. Donc là, on va pouvoir initialiser un CDK en TypeScript ou en Python ou autre. Le CDK Synth, donc qui va réaliser la synthétisation, c'est-à-dire passer d'un langage de haut niveau à un langage statique, donc le CloudFormation en YAML ou en JSON. Et le CDK Deploy All qui va réaliser le déploiement et le provisioning des ressources. Forcément, le CDK Destroy All, donc pour se débarrasser des ressources. Et un certain nombre d'autres commandes, dont là j'en ai mis une qui me semble d'intérêt en termes de workflow, qui est le CDK Watch All, qui a la capacité en fait de détecter tous les changements sur la stack, que ce soit sur les éléments, donc les constructs, les stacks, et également les assets, donc les lambdas qui vont être dans votre code. Et il va être en capacité de réaliser un déploiement et de synchroniser l'état courant sur votre compte AWS. Donc ça permet d'avoir un workflow assez rapide. Alors, CloudFormation, qui est la base de CDK, il a ses détracteurs, il est lent et tout ça, mais globalement, il a subi pas mal d'améliorations ces derniers temps. Il est devenu beaucoup plus rapide, donc potentiellement détecter des erreurs, c'est devenu un peu plus simple. Notamment là, avec une annonce pré-reinvent, avec la capacité de détecter des early validation, donc savoir si une ressource qu'on va provisionner, elle est déjà existante et elle ne risque pas de casser le déploiement, un peu trop tard. Donc là, l'idée, c'est de pouvoir détecter tôt et non pas vraiment une fois qu'on a déployé l'ARDS 36 lambda et de voir que le bucket qui est au fin fond de la stack, finalement, son nom il est déjà pris et ça risque de poser problème. Donc c'est plutôt cool. Il y a d'autres fonctionnalités assez intéressantes. Il y a la capacité de faire de la refactorisation, donc déplacer des éléments entre les stacks. Et puis des capacités là, qui viennent juste d'être réalisées, d'initialiser avec des templates qui seraient présents sur des GitHub ou sur des file systems vos applications. Alors la base de CDK, c'est d'utiliser des constructs. Des constructs, c'est ce qu'on appelle des composition patterns en développement. En gros, c'est la capacité d'aller réaliser des hiérarchies d'objets avec des parents et des enfants. Donc on va avoir des constructs
qui vont être déclarés à partir d'autres constructs, donc finalement mon parent, je déclare mon parent, et je vais pouvoir les identifier de manière unique dans mon arborescence. Donc on a vraiment des building blocks qu'on va pouvoir actionner, donc un ensemble de composants qu'on va vouloir agréger ou non pour servir à représenter soit des ressources AWS ou des ressources de plus haut niveau. Donc des ensembles de ressources qui vont avoir par exemple un but fonctionnel, un but technique ou autre. Alors quand on parle de construct, il faut qu'on s'intéresse aux layers ou level. Donc on a plusieurs catégories de constructs. Donc il y a les constructs de layer 1. Donc layer 1, ce sont les ressources AWS au sens CloudFormation ressources. Donc par exemple ici on va avoir un bucket tel qu'il serait déclaré en CloudFormation. Et on va pouvoir le déclarer de manière quasiment identique en CDK. Donc on voit qu'on n'a pas gagné grand-chose en termes d'approche, hein. Ça reste très verbeux et pas top. Néanmoins, voilà, on a accès à toute la couche de ressources de base. Donc ce sont toutes les ressources qui sont préfixées par CFN. Ensuite, on va avoir la layer 2. Donc la layer 2, ça va être la layer de curation. Donc en gros, c'est celle qui va apporter de la valeur. C'est là où on va trouver vraiment toute la quinquessence de CDK. C'est un peu fort. Mais elle est orientée objet. Elle fournit un haut niveau level d'abstraction. Et dedans, on va trouver finalement beaucoup de code qui va pouvoir simplifier énormément du code boilerplate qu'on pourra avoir dans des langages plus bas niveau. Donc par exemple, le L1 associé, donc on reprend celui de tout à l'heure, hein, le new CFN bucket. Si on le prend la même avec sa version level 2, donc il va ressembler à ça. Il va être beaucoup plus expressif, beaucoup plus orienté utilisation. Donc on va être vraiment sur l'intention. Donc par exemple, je veux l'encrypter avec une managed key S3. Je veux bloquer les policies. Je ne vais pas chercher à savoir dans quelle arborescence réellement de l'objet je dois me situer pour avoir une fonctionnalité. Et puis, il y a des convenient default. Les convenient default, en gros, c'est si on utilise le construct de base, on est à peu près sûr déjà d'avoir une baseline, de respecter un certain nombre de standards et d'avoir des choses intéressantes. Donc là, typiquement, dans le S3 bucket, on va voir l'encryption, enfin le chiffrage AES et un certain nombre d'éléments de base qui font que c'est intéressant. Ensuite, on va voir le niveau 3 en termes de construct. Donc ça va être la layer des patterns. C'est celle où on va exprimer en fait notre besoin technique et on va assembler donc des briques de L1 et de L2 et construire notre niveau d'abstraction, celui qui est fonctionnel ou technique et qui répond à notre besoin. Alors un petit aparté, même si on se situe à des niveaux élevés, L3 ou L2, on a toujours la possibilité d'aller travailler, on n'est jamais coincé en fait, on a toujours possibilité d'aller travailler sur les ressources, d'aller traverser l'arborescence, donc des constructs, et d'aller forcer des propriétés qui ne seraient pas accessibles par le langage au plus haut niveau. Donc on n'est globalement jamais coincé. Quand on regarde cette hiérarchie de constructs, il y a la capacité d'utiliser l'aspect programming. Donc l'aspect programming, c'est quelque chose d'assez simple, en fait, c'est le visitor pattern. On va définir sur une arborescence, donc sur un nœud parent, qu'on va venir traverser toute l'arborescence et faire un certain nombre d'actions sur chaque nœud. Donc là, en l'occurrence, on peut utiliser par exemple le tagging à l'échelle. Donc on peut définir au plus haut niveau de l'application, donc l'application, donc il me manque le slide qui aurait dû vous expliquer ça, mais l'application c'est le point d'entrée d'une application CDK dans lequel on va venir associer toutes les stacks qui vont être déployées. Donc là, sur le niveau de l'application, on va venir définir l'ensemble des tags, donc des tags qui correspondent à notre gouvernance de tags, hein,
Et l'ensemble des ressources tagables vont se retrouver avec ces tags, ce qui est plutôt pratique et on n'a pas besoin de faire du pair resource. On va pouvoir aussi appliquer des vérifications, donc par exemple des checks de compliance, vérifier que toutes les lambdas sont dans telle version, vérifier que tous les log retention ont été appliqués. Donc ça, on peut le faire assez simplement et dès le développement, avant même que ça ait été déployé sur l'environnement. Voilà, les deletion protection, l'encryption, le chiffrage, donc tout ça on peut le faire, ou on peut le renforcer. Donc ça peut être de la vérification, ou ça peut être carrément de dire, bah voilà, les log retention ne sont pas spécifiées, je viens au moins mettre une valeur par défaut. Et donc, par exemple, là, si on construit notre propre visiteur, on va vous mettre une annotation, on va dire, voilà, il y a une erreur sur ce nœud, le nœud qu'on est en train de manipuler, et il n'est pas comme je le souhaiterais. Donc le nœud, ça peut être un bucket S3, on vient vérifier ses propriétés, et on décide d'envoyer un message en erreur s'il y a un souci. Il y a une librairie de référence qui s'appelle Aspect CDK NG, qui contient un certain nombre d'aspects par défaut. Donc il y a le AWS Solution, qui est vraiment la baseline du Well Architected Framework qui s'applique de facto. Et puis d'autres niveaux de sécurité, donc là par exemple le PCI DSS ou même un bundling serverless qui vont permettre de faire un certain nombre de checks de sécurité de base et s'assurer que nos déploiements sont conformes. Une autre capacité qui est sympa donc dans CDK, c'est la capacité de publier des assets. Pour ça, il met à disposition aussi des bundlers. Donc un asset, ça va être par exemple un fichier sur S3 qui va être publié. Donc imaginons un fichier avec index.html, on va le publier sur un bucket S3. Donc c'est un asset. Donc là, dans cet exemple, par exemple, on va avoir un asset dans notre machine locale qui va être en fait un fichier Markdown. Et on va pouvoir actionner du bundling, donc le fait d'avoir une Docker image Alping Markdown qui va faire venir donc Markdown index.md et qui va venir la traduire en HTML. Et donc ce qu'on aura in fine, c'est un asset index.html qui pourrait être monté dans S3. On va avoir la même chose avec donc les Docker Image Assets, donc la capacité de construire des Docker Images. Donc par défaut, CDK, quand il est bootstrappé, il vient avec un conteneur ECR intégré. Donc par défaut, sans définir de conteneur ECR, de repository ECR, on va pouvoir construire une image, la shipper. Alors pour peu qu'on ait une instance Docker sur sa machine, mais on va pouvoir faire du cross-platform. Donc là, par exemple, on va pouvoir c'était une plateforme qui est différente de la machine sur laquelle on l'exécute et on va pouvoir faire du bundling assez intéressant. Au niveau des lambdas aussi, on va pouvoir faire un certain nombre de choses assez sympas. Donc par exemple, il y a des constructs de haut niveau. Donc là, il y a le Node.js function qui va permettre de référencer du code TypeScript, d'aller le bundler, c'est-à-dire exécuter toute la logique Docker, ESBuild, packaging et distribution de l'ensemble des dépendances, construction de l'output, et puis finalement être capable de le shipper sous une lambda. On a la même chose en alpha avec Python, et il y a la même chose avec Go. Donc il y a vraiment des outils assez intéressants pour aller faire pour aller cibler la technologie que vous avez besoin. Alors là, je vais faire un point sur le côté intéressant donc, des constructs de niveau L2 et l'expressivité qu'ils peuvent permettre d'avoir. Par exemple, le grand pattern, c'est la capacité d'avoir du list privilège par ressource et de manière expressive. Donc si j'ai dans ma stack déterminé que j'avais une table DynamoDB, je vais pouvoir indiquer que ma lambda va avoir les droits de read and write. Donc elle va avoir strictement les droits nécessaires à ce read and write. De la même façon, voilà, sur un topic, on va pouvoir faire la même chose. On va faire un grand subscribe, donc il y a différents niveaux de fonctionnalités en fonction des types de constructs qu'on manipule.
sur un bucket, voilà, je vais faire un grand read sur un chemin particulier. Sur une lambda fonction, je vais lui donner le droit, même si c'est pas très bien, d'invoquer une autre lambda fonction. Ou alors je vais pouvoir aller faire déterminer des principales qui sont plus classiques, comme des rôles, un account tout entier, ou ce genre de stratégie. Et je vais toujours avoir la capacité d'exprimer des policies au sens IAM, mais néanmoins avec des fonctionnalités avancées, c'est-à-dire que la policy elle va venir s'imbriquer avec les policies existantes, et il va y avoir des algorithmes qui vont faire en sorte de compacter et de faire en sorte de ne pas dépasser les limites, par exemple, d'AWS en termes de size de policy. Et puis, donc ça, on est dans le monde idéal où on crée nos propres ressources, mais forcément, on travaille sur des comptes sur lesquels il existe déjà des ressources ou des composants, des landing zones où on va vouloir exploiter des ressources existantes. On va vouloir les importer. Donc les importer, c'est seulement y faire référence. Et avec l'expressivité du niveau 2, on va être en capacité de continuer à faire des grants, par exemple. Donc le bucket, on va vouloir, par exemple, donner le droit à la lambda function de faire des deletes. Et on aura encore cette capacité. Et alors là, il manque l'exemple, mais on a la possibilité aussi d'exploiter des SSM parameters et de remplacer complètement le bucket name par un ssm.stringParameter.stringValue, et on exprime le chemin du SSM parameter, et ça fonctionnera sans trop de problèmes, et on arrivera aussi à exploiter le L2. Pardon. Il y a tout un tas d'autres L2 qui sont disponibles dans CDK qui sont extrêmement intéressantes. Donc sur le slide, si je ne l'avais pas perdu, là vous auriez vu donc, par exemple des distributions CloudFront qui permettent d'intégrer par exemple du S3 avec avec les origines, avec le trust des origines et les resource policy associés. J'avais un exemple également avec le fait de trigger des lambdas avec le bon event source, par exemple sur une queue. Et puis par exemple l'expression d'un VPC. Alors de manière très simplifiée, on fait ec2.new ec2.vpc et on va provisionner un VPC par défaut très orienté avec des choix forts de la part de ce qu'on construit, ce construct, mais qui répondent globalement à pas mal de besoins. Donc on peut venir le tweaker. Il est assez intéressant et je vous encourage à regarder de près ce construct-là. Également, on a des custom ressources. Alors c'est toujours compliqué les custom ressources. C'est le fait au moment du déploiement d'une ressource, faire en sorte d'exécuter des lambdas ou d'autres process qui vont avoir pour but de faire des mécaniques spécifiques pour un besoin, par exemple populer une base de données, récupérer des IP d'un VPC endpoint, enfin des trucs un peu edge qu'on n'a pas l'habitude d'avoir avec des composants de base. Alors avec CDK, on a des shortcuts ou des frameworks qui sont disponibles et qui rendent ça assez simple à mettre en œuvre. Voilà. Également, CDK il fournit la capacité de réaliser du testing. Donc on va provisionner une stack, on produit du CloudFormation, on va pouvoir faire du test unitaire et vérifier qu'un certain nombre de conditions sont réunies sur le template. Donc tout à l'heure, je parlais des aspects de la vérification et de la compliance. C'est une chose. Ça, c'est vraiment de se dire, voilà, c'est le développeur qui développe une stack ou un construct. Est-ce qu'il a vérifié que son runtime, c'est le bon, qu'il a bien N ressources dans son template d'un certain type. Enfin bref, un certain nombre de vérifications de haut niveau. Alors c'est un exercice qui est assez compliqué, puisque ça reste du CloudFormation qui est testé. Faut pas investir énormément de temps dessus,
mais on peut faire des vérifications de base. Decompte, c'est le bon exemple. Également, on peut faire du snapshot testing. Alors ça, c'est un peu plus intéressant. Alors ça, c'est fourni par une librairie TypeScript qui s'appelle Jest, une librairie de test unitaire. L'idée, c'est on va générer un template, le template CloudFormation. Il va être stocké avec notre code sur le Git repository. Et puis, on fait des évolutions. On va pouvoir avoir la capacité de comparer le nouveau et l'ancien et de valider finalement si les modifications entre les deux, c'est celles qu'on souhaite. Donc ça va être typiquement pour des tests de non-régression. Alors, je vous avais préparé un exemple, alors que j'ai perdu avec le slide, mais je vais essayer de rattraper le coup. Alors l'idée ici, c'est de construire un serverless data pipeline. Alors l'idée, c'est, voilà, on a un... Je vais aller sur le slide de fin, comme ça on comprendra mieux. L'idée, c'est, voilà, on a besoin d'un data pipeline. Imaginons que dans notre société, voilà, le fonctionnement, c'est pour récupérer de la donnée, on passe par une phase de récupération de landing. Donc il y a la donnée qui arrive et qui est stockée sur une phase de landing. Ensuite, la donnée elle est migrée vers une phase de row, donc on va stocker la donnée de manière classique, basique, et ensuite on va vouloir la standardiser et en faire quelque chose. Donc là, l'exemple, c'est d'actionner des technologies comme Glue Database, S3, Athena Workgroup, et de faire en sorte d'avoir un pipeline qui marche. Donc, le premier composant de base, c'est de se dire une stage dans notre infrastructure, ça n'est qu'une glue database, son bucket associé, un workgroup et son output bucket. Alors, ça va être un peu compliqué. Ok. Alors, par exemple, ça c'est Donc la première version, on s'intéresse uniquement à construire donc, des pipeline stage. Donc l'idée, c'est de se dire, ok, on a trois phases. On a une phase de landing, une phase de row, une phase de STD, mais elles sont toutes construites pareil. C'est-à-dire qu'il y a une database, il y a un bucket, il y a un Athena Workgroup et il y a son output bucket. Donc on va venir mettre un construct. On va construire un construct. On va juste lui donner en entrée le nom de la stage, donc landing row standardize. Et ce construct, donc extends construct, ça va être l'expression sur CDK, on va venir lui créer donc un bucket, le bucket de la database. On va venir créer une database en mode CloudFormation, donc qui va référencer la location du bucket. On va venir créer un bucket pour le workgroup, et donc on crée les deux. Donc là, on voit, on mixe à la fois des constructs de level 1 et de level 2, les fameux CFN, mais ça, finalement, ça n'a pas d'importance. On pourrait vouloir construire des abstractions autour de ça, c'est-à-dire ça forme un tout, et construire une abstraction au-dessus de ça, c'est possible. Là, je n'ai pas fait ce choix. Voilà, donc premier niveau, on a une stage. Hop. Donc la stack associée, oh bordel. Hop, la stack associée, voilà, on va déployer trois stages qui correspondent. La step suivante, c'est de se dire, ok, mes stages, ça correspond à un pipeline dans leur globalité, c'est-à-dire la phase de landing row et standardize,
ça correspond à un pipeline. Donc on va venir construire un autre construct qui va s'appeler voilà, donc c'est notre pipeline et qui va venir regrouper la landing, la row, la standardize, donc exactement ce qu'on faisait tout à l'heure dans la stack. Mais maintenant, c'est sous un pipeline qui porte un nom. Donc on va venir le déployer sous cette nomination. Par exemple, on va avoir un pipeline 1 qui va s'appeler pipeline 1 et un autre qui s'appelle pipeline 2, pipeline 2. Donc là, on va avoir 2 pipelines avec chacun les 3 étapes de déployer. La troisième étape, c'est bien beau d'avoir notre pipeline. Maintenant, on va vouloir mettre des workloads, enfin du compute. Notre donnée, elle arrive par une lambda, elle est retraitée entre stage par une lambda et juste entre le role standardize, et puis entre le landing et le row. Eh bien, donc pour ça, on va venir intégrer donc, cette notion de lambda. Alors, je vois pas très bien, je suis désolé. Donc on va venir. J'étais pas sur la bonne, pardon. On va venir intégrer cette notion de lambda. Alors, check. Alors avant de venir intégrer cette notion de lambda, on va venir intégrer la notion de droit. Parce que donc, il est nécessaire que notre lambda elle puisse lire dans une database et qu'elle puisse écrire dans l'autre database. Donc la première chose, on va venir construire cette notion de droit. Donc ma lambda que je passerai en paramètre, donc là je suis dans un pipeline stage, aura le droit de lire dans le database bucket et aura le droit d'exécuter des queries sur Glue et Athena. De l'autre côté, je dois aussi pouvoir écrire dans la database qui correspond au stage visé. Donc pareil, de la même façon, on va voir les read-write et les droits de get et de put sur les tables. Hop, de get et de put sur les tables. Ok, donc une fois qu'on a ça, le pipeline, on va pouvoir construire un pipeline. Alors, là j'ai mis en place une abstraction, c'est-à-dire qu'un pipeline va comporter donc les 3 stages et il va avoir des fonctions. Et pour pouvoir faire en sorte que mes projets puissent utiliser donc, les pipelines spécifiques qui vont être instanciés, utilisent des fonctions bien à elles, avec des logiques bien à elles. Donc je fais en sorte que pipeline devient une classe abstraite, un concept, et je fais en sorte que chaque classe qui va étendre mon pipeline me fournisse une landing function, une landing to row et une row to standardize. Donc on le voit ici, mon projet Alpha Pipeline possède une lambda. Alors là ici, c'est une lambda très bête et méchante, c'est juste pour la démo. Mais voilà, je lui fournis ses droits. Et le pipeline, en centrale, on lui dit, OK, la landing, la lambda de landing a le droit de lire et d'écrire dans la database, dans la stage de landing. Entre le row et le standardize, entre le landing et le row, il va lire d'un côté et écrire de l'autre. Et puis sur le row to standardize, pareil. Donc voilà, on a notre logique de base. Et si j'ai un projet beta pipeline, globalement, je fais la même chose. Donc ce qui fait qu'au final, la stack, celle qui va contenir les éléments qui vont être déployés, ressemblera à ça. Voilà. Donc j'ai un projet A, alpha, et un projet bêta, et j'ai déployé grosso modo la même chose. Donc là, on est sur cette phase. La dernière phase, par exemple, c'est bien, hein, j'ai mes lambdas. Par contre, je veux qu'elles
trace leurs exécutions. Je veux suivre ce qui se passe dans mon système par pipeline. Donc on va venir introduire une DynamoDB par pipeline, et on va faire en sorte que chaque fonction partage des éléments qui me permettent de simplifier ma gestion de mes exécutions. Et donc là, c'est quelque chose d'assez particulier qu'on voit, qui est possible, à ma connaissance, uniquement dans le CDK. C'est la capacité de partager à la fois donc, des constructs, donc créer ces arborescences, mais également au niveau du code applicatif, de faire du partage. Le fait qu'on soit en TypeScript à la fois, ça c'était mon choix sur cet exemple-là, mais à la fois sur le code d'infrastructure et sur le code applicatif, fait qu'on va pouvoir communaliser également les handlers. Donc pour ça, on reste... donc le stage reste grosso modo pareil, je crois. Ouais, c'est ça. Le stage ne bouge pas. Le pipeline, alors, il introduit ici la capacité d'avoir des... il introduit la DynamoDB. Donc la première chose, c'est que la DynamoDB est créée, et voilà, ça va être la table des exécutions. On rajoute à chaque fonction la capacité de lire et écrire dans cette database, et on donne la capacité, on passe la variable d'environnement execution table à l'ensemble des lambda. On va venir introduire un construct de haut niveau, je vous en ai parlé tout à l'heure, c'est le Node.js function qui fournit du bundling de code applicatif TypeScript. Donc on va venir chercher le code dans lambda alpha toLanding, donc là alpha, voilà, hop, voilà, le toLanding, et on va avoir donc le code applicatif. Et le côté intéressant ici, c'est le fait qu'il étende un base processor handler qui est en fait partagé par l'ensemble ici des handlers de nos fonctions. Donc ce handler, le base process handler, il est défini par exemple ici. Il va faire des choses très basiques. Il handle, c'est déjà pas mal. Il va prendre un execution ID, celui de la lambda, et puis il va loguer dans Dynamo. Je crois, ouais, c'est ça. Il va loguer dans Dynamo. Il va déférer le process à la classe le handler qui l'étend. Et il va, si ça se passe bien, mettre success dans la table, et si ça se passe mal, il va mettre erreur. Et donc la méthode process sera implémentée dans chacun des handlers. Là, pour le moment, c'est du console.log, mais on imagine travailler avec Athena ou Glue ou S3 et faire des opérations techniques dessus. Donc au niveau du pipeline, au niveau de la stack, pardon, eh bien ça ne change rien. On est toujours dans le même modèle où on a un projet alpha, un projet bêta, et on va pouvoir déployer le construct, déployer du code applicatif spécifique pour nos besoins, et faire en sorte de déployer n fois la même chose dans n environnements avec du spécifique sur les handlers, par exemple. Donc pour maintenir à l'échelle des besoins de data pipeline dans une organisation, ça peut être intéressant. Donc là, on commence à sentir qu'il y a des éléments qui sont communs, d'autres qui sont spécifiques, donc notamment la stack qui est liée au projet, le code des lambda qui est lié au projet, mais il y a aussi donc, des éléments communs, donc les constructs partagés, et donc le pipeline, la pipeline stage, et puis le base handler. Donc là, ce à quoi on doit s'intéresser, c'est comment on fait pour déployer cet élément-là en tant qu'élément réutilisable dans l'organisation. Donc c'est là où on introduit la notion de construct lib. Hop. Donc en fait, dans
dans CDK, tout le code est principalement du JavaScript, donc du TypeScript. Il s'appuie sur un compilateur qui s'appelle JSII, qui est un truc open sourcé, qui permet en fait de transpiler un certain nombre de choses dans les langages dont on a parlé, donc Python, Java, Go, .NET. Comment ça se passe? Donc on va avoir notre construct lib qu'on aura développé. On va avoir des interfaces qui auront été générées par le JSII. Donc des interfaces, c'est du code, de base avec pas d'implémentation, mais juste des stubs, quoi. Et on va voir les développeurs dans chacun de leurs langages qui exploitent CDK qui vont réaliser leur CDK deploy. Ce qui se passe, c'est que dans chacun de leurs langages, ils vont en fait générer une machine qui tourne sous Node via CDK deploy, qui va tourner et qui va récupérer du JSON RPC. Et en fait, on va utiliser du construct en JavaScript. Donc tout va s'exécuter en JavaScript, même si on a choisi du Go, même si on a choisi du .NET. On va faire la synthétisation, on va obtenir les clés d'assembly et puis on va provisionner. Par contre, c'est un fonctionnement qui est one way only, c'est-à-dire qu'on peut faire ça avec une construct lib qui est en JavaScript, donc on peut faire du Java vers tout plein de langages, mais on ne va pas pouvoir faire je sais pas moi, du Python vers du JavaScript ou du Python vers du Java. Ça, c'est pas possible. Par contre, si on n'a pas besoin de cette interopérabilité au sein de notre organisation, eh ben, on ne se pose pas de questions. On peut construire des constructs libres qui vont porter, qui vont être sur notre langage de choix et faire en sorte de gérer la réutilisabilité à ce niveau-là. Donc il y a des sites qui sont dispo. Donc, par exemple, il y a le Construct Hub dans lequel vous allez retrouver pas mal de constructs disponibles avec des choses de plus ou moins haut niveau, plus ou moins techniques, plus ou moins d'infrastructure, plus ou moins fonctionnelles, ça dépend. Donc là, j'ai mis des exemples où on va voir par exemple des CloudFront avec du web qui va être déployable directement. Je crois que j'ai mis un construct pour faire de l'APM avec Datadog, un autre qui va permettre de générer un mini data lake pour des data scientists, donc avec SageMaker AI et du S3 et de l'Athena par exemple. Donc il y a vraiment pas mal de choix là-dessus, c'est assez intéressant. Donc la question ensuite c'est, ok, CDK, ça peut être intéressant pour mon organisation, mais comment on peut le gérer à l'échelle? Alors si tu génères tes propres packages, il va falloir les mettre à disposition et les distribuer. Donc probablement qu'il va te falloir un code artefact, un Artifactory, un Nexus, et puis gérer probablement un portail pour montrer ce que tu as à disposition. Et puis il va falloir faire face à des questionnements. Hein. Est-ce que CDK est vraiment adapté à mon organisation? Et puis à cette question-là, on va répondre à peu près toujours ces mêmes réponses. Si mon équipe a l'habitude du CloudFormation, du HCL, c'est forcément une mauvaise idée. Si l'équipe n'a pas les skills dans le langage ou sur les langages orientés objets, ça peut être une mauvaise idée. Si on est vraiment multi-cloud, ça peut être une mauvaise idée. Et surtout, multi-cloud, si on cherche à déployer la même chose sur chacun des providers. Ou alors si on fait du deploy and forget. C'est mieux si le choix c'est de faire de l'AWS first, s'il y a déjà un knowledge sur AWS CloudFormation, s'il y a déjà des skills par rapport au langage de programmation, ça je l'ai déjà dit, et puis un peu de pratique sur les code review, la CI/CD. Et puis il y aura une grosse plus-value si vous construisez avec des briques serverless AWS. Grosso modo, ça marchera bien avec des petites équipes.
type start-up, potentiellement sur des organisations un peu plus à moyenne échelle ou à plus large échelle. Il faudra essayer de cibler la notion de réutilisabilité, d'aller vite sur des fonctionnalités ou de valider des constructs qui sont plus compliant, donc aller sur d'autres logiques. Mais ce que ça va nécessiter, c'est probablement de la culture DevOps, chercher à communaliser, à chercher à promouvoir l'idée de réutilisabilité, de faire en sorte que le code soit partagé, ce qui n'est pas forcément toujours facile. Donc une approche que je pense être la plus intéressante, c'est celle de faire émerger les constructs par les développeurs, par les équipes projets, et de faire en sorte que la communalisation soit amenée par des animations transverses qui vont construire un catalogue d'entreprise et avoir la capacité de le redistribuer vers différentes équipes pour les accélérer. Donc voilà, avec en termes d'artefacts, donc des projets, projet A, projet B, qui ont leur propre construct lib avec leur construct potentiellement candidat et qui viennent consommer ou publier des constructs de plus haut niveau. Quand vous faites du CDK, donc quelques takeaways, il ne faut pas chercher à tout vouloir adresser. Par exemple, les L2, ils sont déjà disponibles. Ça ne sert à rien de vouloir faire son propre construct lambda, puisqu'ils ont déjà été faits. Vouloir couvrir l'ensemble des ressources AWS, ce n'est pas forcément la meilleure façon de faire. Il faut se focaliser sur la value métier, chercher à faire de la composition. Plus on va composer, plus on va réutiliser. Il y a une idée que on est tous des développeurs, même si on fait de l'infrastructure, et on est des développeurs d'infrastructure, et on va développer des éléments pour des développeurs. Donc c'est pour la developer experience finalement que les choses se font. Faut rester simple, parce que finalement, tu as un langage de programmation à disposition, tu peux faire absolument tout et n'importe quoi, il ne faut pas faire n'importe quoi. Et il faut essayer de rester le plus proche des standards CDK. Également, c'est un framework qui est opinionated, donc très orienté, qui a des choix assez forts. C'est ce que j'aime bien. Et ça permet, notamment avec, en utilisant d'autres frameworks opinionated, les Power Tools qui sont disponibles pour les lambda TypeScript ou Python ou autres, d'apporter pas mal de valeur et surtout avec les outils IA qu'on a à disposition, donc les Amazon Q, les Kiro et autres, faire de la génération de code qui va vraiment très loin. Le fait d'avoir colocalisé du code applicatif et du code d'infrastructure au même endroit, ça permet d'aller encore plus vite sur de la génération. Il est capable de comprendre le contexte encore plus vite. Et puis, pour terminer, voilà, c'est peut-être un moyen, si on en écoute Werner Vogels, de devenir un renaissance développeur. Alors, pour ceux qui n'ont pas la ref, c'est au reInvent. Werner Vogels a conceptualisé, donc c'est les prédictions de l'IT pour 2026, et des années à venir. La capacité d'avoir des T-shaped ingénieurs qui ont des, on va dire, connaissances assez poussées, larges, et voilà. Pour résister à l'IA, il faut trouver des façons de... Tu dis ? Des parades, exactement. Voilà. Est-ce que vous avez des questions ? Tu avais vraiment perdu tes diapos ? Ouais, j'ai perdu toutes mes diapos. Eh bien. Moi, j'ai des petites questions. Puisque j'ai eu la chance, on va dire, de faire du CDK pendant quelques années, malheureusement, entre guillemets, en Python. Pour ceux, si un jour vous voulez vous mettre à faire... Enfin, c'est plus question commentaire, en fait. Ouais. Si vous voulez vous mettre à CDK, faites du TypeScript. Parce que comme vous avez vu, il y a TypeScript, Python, etc. En Python, quand vous êtes bloqué, il n'y a personne qui en a fait. Donc, Stack Overflow, il n'y a rien du tout. Synthase, il n'y a rien du tout. Il n'y a que la doc de base de référence des constructs qui étaient générés. C'est
presque un enfer. Ah, c'est un peu compliqué, ouais. Ouais, je sais pas si avec les autres langages c'est ça, parce que mais vraiment, chaque fois qu'on cherche moi, du CDK, on n'a que du TypeScript. Ouais, en- beaucoup. en Après, France. il y a un côté aussi, quand tu vas chercher du CDK, tu vas chercher par exemple l'autocomplétion ou le fortement typé qui va permettre d'avoir des sécurités et pas découvrir au moment où tu déploies que tu as finalement pas passé le bon type d'objet. Et tu vas plutôt choisir du TypeScript parce que ça va pas mal t'aider. Et pour ceux qui sont partis sur Python, faut être en capacité d'aller comprendre des exemples en TypeScript pour pouvoir avancer. Donc ça peut être un peu compliqué. En Go, En Go, essayé, hein. En Go, c'est un enfer parce que tous les types sont nommés J, SI Voilà. et autres. C'est assez particulier. Donc, Et puis je crois que c'est pas l'IA qui va nous aider, parce que vu qu'il n'y a pas d'exemple. Moi j'ai une question qui n'est pas technique, mais en fait là, tous les deux, vous avez un background de développeur. Pour les gens qui ne sont pas développeurs, est-ce que ça vaut vraiment le coup d'aller sur du CDK ou pas du tout? Que moi, je viens du monde d'infra, je fais du Terraform, un peu de CloudFormation, mais du coup, est-ce que ça vaut vraiment le coup? eh ben, la question, c'est qu'est-ce que tu veux aller chercher en faisant du CDK? Quelle est la next step que tu veux faire que tu ne peux pas faire en Terraform? C'est plutôt comme ça qu'il faut l'orienter. Quel besoin fonctionnel tu n'arriverais pas à adresser? Je te pose la question, qu'est-ce que tu peux pas faire en Terraform? Mais est-ce que tu es vraiment tant limité que ça en Terraform? Alors Est-ce que non, je je suis ne suis pas vraiment limité obligé en d'aller sur Terraform. Néanmoins, les bundlers, par exemple, c'est des choses qui m'accélèrent beaucoup. Le fait de pouvoir. C'est l'extension en fait qui t'intéresse en fait. Ouais, C'est pas spécialement la construction qui est pure dure en fait. C'est genre je peux build Ouais. Docker, Et je c'est- peux faire créer des assets en plus, etc. et les intégrer directement. par exemple. Aussi, c'est je le fait récupère qu'ils des modules de la communauté, ça fait la même chose. Par exemple. Oui, complètement. Mais tu peux aussi faire du CDK Terraform. Il y a la conceptualisation au niveau aussi qui est intéressante. Et le fait de colocaliser le code applicatif et le code d'infrastructure. Ça permet d'aller vraiment vite. Ouais, pour un développeur. Pour un développeur. Mais peut-être que les gars d'infrastructure peuvent devenir des développeurs aussi. Mais comme tu as dit, il faut faire du bon code. C'est le challenge. Question par ici. Bon, et ben, à nous messieurs. Alors, là on a vu l'exemple où voilà, Jean vous a parlé du coup de CDK. Donc on a côté, on fait du Terraform, enfin pas du Terraform, pardon, de l'infrastructure as code. L'infrastructure as code, c'est cool, c'est reproductible, c'est presque contrôlable, versionné, etc. C'est toujours mieux que de faire les choses à la main. Les choses à la main, c'est pas reproductible, c'est source d'erreurs. Après, on passe à l'infrascode, mais on peut toujours faire des erreurs même en infrascode. L'idée, c'est de savoir, une fois que vous avez déployé votre infra, peu importe le framework d'infrascode, comment vous vérifiez que ça fonctionne, à part juste aller voir votre appli et faire en sorte que ça fonctionne. C'est le sujet de ce talk, où je vais vous parler d'un outil que j'ai développé, qui s'appelle Viscon. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, ceux qui sont pas les nouveaux d'ici, donc je suis Mohamed, je suis un des organisateurs du Meetup. Et je suis architecte AWS, freelance, pareil dans le collectif Cloud Partners. Je vais vous faire une petite démo d'un outil, du coup mon outil qui s'appelle Viscon, qui est finalement, comme je vous dis, qui va vous permettre, si vous êtes par exemple des consultants ou des builders, de pouvoir vérifier ce que vous avez fait, ce que vous avez déployé. Si vous êtes une entreprise, vous allez pouvoir faire par exemple de l'audit facilement, de l'audit de conformité ou de sécurité. Mais je vais passer directement à la démo, ce sera plus simple.
Donc voilà, donc Viscon, c'est une petite application que j'ai commencé à travailler. D'abord, c'était pour moi en tant qu'archi quand je faisais du build, et après, voilà, au fur et à mesure des années, l'intégration des nouveaux services AWS, etc. Donc il y a un petit 7 ans d'historique sur le truc, et je vois que je suis encore sur la présentation en fait. Voilà, c'est mieux comme ça. Donc cette application, donc je l'ai faite pour moi. Aujourd'hui, elle est disponible en SaaS. Je vous parlerai un peu plus tard sur la partie offre. Comment ça marche? L'onboarding d'un compte. Donc j'ai mon app. Vous prenez un compte sur lequel vous avez déployé votre infra. Il y a un rôle que vous déployez avec un external ID, et ça fait de la SUMROLL. L'application est déployée sur AWS, donc c'est full, on reste à l'intérieur de AWS. Donc là, j'ai un exemple d'une app que j'ai déployée, une web app assez simple. Vous allez voir. Petit call start. Vous avez vu, ça va quand même relativement vite, même sans ça. Donc là, dans cet exemple, donc c'est une application web avec, donc là on a notre VPC de notre application où on peut voir nos trois ESI qui sont là, et dans chacune les différents layers de subnet. On a le subnet en haut là avec qui est partie publique. On va retrouver notamment mes NAT. Là vous voyez que j'ai une NAT sur chaque ESI, et mon load balancer. Donc en fait là, dans le VPC, on voit les subnets, tout ce que ça représente là, ce sont les network interfaces. Et je fais une corrélation, network interface, et la ressource qui est derrière. Donc là, on a c'est tout ce qui est public facing. Après en privé, on va avoir là nos web servers. J'ai un auto-scaling group, dans lequel j'ai mis 6 instances. Donc là, je valide bien que ça se prête sur toutes mes ESI. Et en bas, mon dernier layer de data, qui n'est pas connecté à Internet, où je vais retrouver ma base de données. J'ai du même cache et j'ai un peu de FS par là. Donc, assez rapidement, j'ai pu contrôler la conformité, on va dire, de mon infra. Voilà, surtout quand vous mettez des policiers, quand vous dites, OK, il faut être sur 3 ESI, il faut que vous ayez vos etc. Vous montrez ça à un chef, vous faites export image, voilà, pof, ça y est, l'audit, vous êtes en conformité. Sur la partie réseau, pareil, je vous parlais, qui a accès ou pas à Internet, on peut voir dans chacun des sommets la table de routage auquel est l'accès. Donc là, on voit sur la partie des sommets publics, donc pour aller vers Internet, c'est l'Internet Gateway. Sur mes web serveurs, eux, s'ils vont passer par la NAT. Et sur la partie data, il n'y a pas accès à Internet, tout simplement. Donc là, pareil, ça peut assez rapidement, vous pouvez valider l'exposition de vos ressources, ainsi que s'il faut faire du troubleshooting réseau. Mais pour le troubleshooting réseau, de base, j'ai une autre vue, une vue en mode graphe, parce que je suis fan des graphes, surtout des chemins, dans lequel on peut afficher, pour ceux qui ont l'habitude de toute façon, qui connaissent toutes les icônes AWS. Donc là, j'ai mes subnets qui sont privés, où j'ai mes data, généralement qui ont juste un petit arbre de routage. Si je prends, voilà, là j'ai mon subnet layer 1 qui est là. Pardon, excusez-moi. J'ai ma NAT gateway, enfin voilà les tables de routage et les routes. Mais ce qui peut être intéressant, c'est cette fonctionnalité où je vais afficher différentes ENI. Donc là, si à un moment on dit c'est bizarre, ma machine qui est là, elle n'a pas du tout accès à Internet, là je vais vérifier le chemin pour aller sur Internet. Cette machine elle est dans ce subnet là, qui est reliée à cette table de routage. Pour aller vers 00, c'est la NAT gateway, etc., jusqu'à arriver à Internet gateway. Donc là, en quelques secondes, même déjà juste en point de vue comme ça, là, parce qu'il y a peu de ressources, on peut valider qu'en termes de réseau,
il n'y a aucune raison pour que mon instance EC2 n'ait pas accès à Internet. Du coup, si ça va bien côté réseau, il peut y avoir un problème côté sécurité. Et là, on va arriver sur la partie Security Group. Donc, un peu pareil. Donc là, sur la partie Security Group, pareil, on va pouvoir valider, entre guillemets, quelle est notre hiérarchie de Security Group, qu'on a bien respecté les bonnes règles. Donc là, je vais afficher, par exemple, juste les ingress. Pour avoir une vue vraiment logique, parce que Security Group, c'est bien fait, on va dire chaque groupe de ressources a normalement son Security Group. Donc là, on va voir si on suit le chemin. Voilà, là j'ai mon load balancer qui absecte du trafic en 80 et 443 depuis Internet. Depuis load balancer, je peux aller vers mon application, donc mon web server. Et ensuite, bon, ils sont tous référencés sur la database, le FS et même cache. Donc là, normalement, c'est well architected. On est content, c'est cool. Comme tout à l'heure, je peux aussi afficher toutes les ENI qui sont reliées en fait à ces security groups et pouvoir valider que mon archi, elle est nickel, il n'y a pas de souci. Là, c'est trop facile, j'ai mis un truc qui fonctionne. Sur les security groups, j'ai une petite fonctionnalité que je commençais à mettre sur la partie audit. Là, on ne va pas me sortir grand-chose, à part que sur celui par défaut, si je me clique dessus, effectivement, l'effet démo. Voilà, ouf. Ça, c'est une des règles du CIS, je ne sais plus combien, qui dit que sur le défaut de VPC Group, Security Group, on n'est pas censé avoir d'inbound ou d'outbound trafic. Bon, là, comme j'ai laissé par défaut, il y a ça. J'ai un autre exemple sur cette partie-là. C'est un autre petit VPC avec des Security Group. Où là, bon, le truc est déjà activé. Donc là, c'est un exemple où là, si j'enlève les ENI, normalement, évidemment, il va me faire. Ah oui, non, c'est vrai, il n'y en a pas, pardon. J'ai un security group là, qui s'appelle, pas bien, Bastion Security Group, qui accepte plein de connexions SSH depuis plein d'IP chez des gens. Et après, depuis ce bastion, il peut accéder du Memcache, FS, etc. Ce genre de choses, True Story, c'est quelque chose que j'ai vu chez un client. Je suis arrivé, j'ai lancé mon outil, j'ai vu qu'il y avait un bastion avec plein d'IP qui étaient autorisés. Et en fait, globalement, avec le télétravail, etc., les sysadmins ou je sais pas quoi qui arrivent chez eux, ils se font pas chier, ils rajoutent leur IP, mais sauf qu'ils font jamais le ménage. Donc en termes de sécurité, c'est quand même c'est naze, quoi. Donc en termes d'audit, on arrive très vite, on voit tout de suite qu'il y a un problème là. Et dans mon côté Security Findings, là c'est en jaune parce que c'est un gros warning, parce qu'il n'est pas normal d'avoir autant d'accès sur un SSH sur cette machine. Aujourd'hui, depuis que Session Manager existe, ça ne devrait plus exister, ces choses-là. Le jour où c'est sorti, c'était la fête. Hein. Plus besoin de keeper, de clé SSH, et on est tranquille, et c'est en privé. Une autre fonctionnalité que j'ai sur cette application, qui là va être plus pour des organisations, des grosses boîtes qui ont plein de VPC et qui vont les connecter ensemble via diverses ressources. Donc là, j'ai une autre vue que j'appelle Global Network, qui a une vue multi-compte et multi-région. Donc là, dans mon exemple, j'ai un compte central qui s'appelle Demo Network, dans lequel j'ai des transit gateway auxquels sont rattachés des VPC qui sont dans un autre compte. Donc là, on voit ça.
Là, on voit notre transit gateway de Nord Virginia, tout est connecté différents VPC. Donc, je crois sur l'occasion, j'ai un shared, un prod et un dev. J'ai mon autre transit gateway en Irlande et on voit le peering entre eux. Et là, j'ai même un petit VPN. Donc, cette vue, c'est vraiment comment sont connectés mes VPC à travers mon organisation. En plus de la transit gateway, elle supporte le VPC peering, le Direct Connect, le Cloud One, les différents VPN, donc client de VPN et VPN site à site. Et c'est pas mal, on voit aussi les VPC endpoint. Ça peut être notamment utile par exemple quand vous avez un VPC shared auquel vous avez tous les endpoints qui sont dedans. Donc voilà, on peut avoir une vue de, par exemple, de mutualisation. Parce que si vous n'avez pas de VPC de shared endpoint, vous en allez avoir plein et bon, sur différents VPC, ça va avoir des coûts forcément. Et donc pour la transit, pour OCD, je ne sais pas si vous êtes déjà amusé avec une transit gateway entre les tables, la partie gestion de routing de transit gateway. C'est un peu comme le VPC avec deux tables de routage et ce qu'on appelle des attachments. Et quand on gère plusieurs centaines de VPC, ça peut devenir facilement, même vous avez beau faire du etc., vous pouvez faire des erreurs parce que à ce niveau-là, on fait toujours des copier-coller, on change un petit truc et puis mais ça reste source d'erreur. Donc là, j'ai aussi une vue routing pour la transit gateway. Là où on va voir, comme tout à l'heure, nos différentes tables de routage avec les routes. Et là, on a nos VPC, qui sont les attachments, et même la transit qui est là. Là, dans cet exemple-là, donc on a un VPC par environnement, donc on a prod et dev, pardon. Et ces deux VPC peuvent discuter avec shared et la transit qui est là, mais par contre, ils ne peuvent pas discuter entre eux. Parce que par exemple, si je prends celui du VPC de prod, sa table de routage, elle permet d'aller que vers le VPC de shared et la transit. Et pareil pour celui de no prod qui est là. Par contre, le VPC de shared, lui, il peut aller partout, parce que cette table de routage le permet. Donc là, ça va, on est dans des exemples assez simples, c'est facile de voir quelles sont. Mais comme je vous dis, quand vous avez des centaines ou des dizaines de VPC, sachant que vous pouvez appliquer plusieurs types de stratégies, soit ça peut être tout le monde peut voir tout le monde, soit on a des trucs centraux qui peuvent voir tous les VPC, mais pas eux entre eux, ou j'ai eu un coup où tous les environnements, tous les VPC de production pouvaient discuter entre eux, plus ce qui était shared. Et en fait, voilà, il y a un mélange intégration environnement shared. Et donc, c'est pour ça que j'ai une fonctionnalité de vue de computed view, donc en fonction des règles, qui permet de voir finalement une synthèse de qui peut accéder à quoi. Donc là aussi, très, très utile pour valider que vous avez bien respecté votre schéma réseau. Et puis, en cas de troubleshooting, si un VPC il ne peut pas accéder à un autre VPC, savoir pourquoi. Là aussi, ça permet de valider votre réseau. Donc, généralement, quand il y a des problèmes comme ça, d'abord, on va regarder la partie table de routage au niveau VPC et après, on va regarder celle de la transit. Depuis quelques mois, je travaille aussi sur la partie serverless. Qui là, serverless, c'est encore un peu plus compliqué presque, parce qu'il y a tellement de ressources, ça peut partir tellement dans tous les sens. Donc cette vue, vous allez voir, elle est un petit peu fouillie, mais ça aide surtout à faire. Alors, je ne suis pas sur la bonne région. Forcément. Je crois que je suis là. Oh, ça se trouve, c'était Paris. Non, c'est pas ça. Voilà, là j'ai une SCP qui a tapé, qui m'a envoyé balader. Ouais, ça a l'air mieux.
Donc là, j'ai une petite application, c'est plus un back-end là, où voir en point d'entrée, j'ai une API Gateway qui est là, qui est reliée à plein de lambdas. Là, j'ai quelques lambdas qui sont reliés à, voilà, là, ça va être un S3, donc on voit que ça écrit et ça lit dans le S3, pareil sur cette petite DynamoDB. Donc cette vue, elle va permettre pas forcément de faire, pour l'utiliser pour refaire votre schéma après d'architecture. En fait, surtout au niveau des lambdas, comme on se base pour moi, sur les droits IAM de vos lambdas, vous allez pouvoir valider, par exemple, que vous respectez bien le list privilege, parce que si vous avez mis un DynamoDB put item et en ressource vous avez mis DynamoDB étoile, si vous avez plusieurs tables DynamoDB, vous allez voir toutes les relations. Donc ça va vous permettre de vraiment faire le ménage dans votre code d'infra et dans vos policies IAM. Et puis voilà, là on est encore aussi pas un truc simple, mais des systèmes un peu plus touffus avec de la step function, du SQS, du SNS, de l'event rule, de l'event bridge. Ça peut aider un peu à isoler certaines parties et vérifier notre infra. Donc cette vue, elle supporte à peu près 15-18 services en tout. Je crois qu'en termes d'interaction, on est au-dessus de la centaine, 100-200. Parce que rien qu'on parle de lambda, entre les triggers de lambda et puis toutes les actions que ça peut faire, on va rajouter les step functions. Une chose qui ne manque pas encore mais qui va arriver, c'est toute la partie Kinesis, la partie plus data. Donc ça va être prochainement ce qui va arriver. Voilà sur le petit. Ouais, déjà l'heure. En termes de. Sur la roadmap, voilà, donc je vous ai dit qu'il y a la partie serverless que je vais continuer à agrémenter. Pareil aussi sur la partie réseau, parce que là, il y a eu, par exemple, reInvent, ils ont annoncé la NAT Gateway régionale. Faut que je mette à jour. On peut l'avoir déjà dans la partie Graph Network. Il faut juste que je la rajoute dans la partie VPC. Il y a un travail aussi peut-être essentiellement sur l'observabilité. Donc là, pour ajouter par rapport à tout ce qui est flow logs, donc on a les VPC et Trans-Gateway, et voir aussi par exemple les métriques par rapport au load balancer par exemple, oui, c'est ça, et target group. Et puis aussi toute la partie, augmenter sur la partie reporting. Là, vous avez vu pour la partie sécurité, par exemple pour les security groups, il fallait que j'aille dans Security Group et que j'active le truc. Donc l'idée, ça va être d'agrémenter le nombre de règles. Ça ne va pas être du niveau de Security Hub, mais au moins avoir déjà un certain nombre de règles que je trouve pertinentes et aller jusqu'à pouvoir faire éditer des rapports que vous aurez juste à coller à un moment. C'est vas-y, fais-moi mon audit de sécurité du compte et ça va vous sortir tout ce qui est exposé à Internet voilà, et différents findings. Et puis aussi le format. Là où je n'ai pas je n'ai pas montré, mais vous pouvez tout exporter en PNG actuellement. Donc l'idée c'est d'aller vers d'autres formats. Format ultime Draw.io, comme ça vous pourrez après les modifier, parce que là ce qui est cool, c'est que vous arrivez chez quelqu'un, vous faites export, vous mettez ça directement après dans votre doc, mais c'est pas modifiable. L'idée ça va être d'aller sur Draw.io pour pouvoir modifier ça. En termes d'offres, donc je vous dis que c'est du SaaS. Il y a plusieurs types d'offres. Donc on a des offres d'abonnement, 19 € par mois ou 200 par annuel. Et il y a aussi une offre, vous payez une fois, tout est pour tout, à 499 $. Il y a 7 jours gratuits, 7 jours d'essai. Donc et ça ne demande pas votre carte de crédit, il n'y a pas de souci.
Et c'est disponible aussi sur la marketplace, via la marketplace AWS, si vous voulez faire passer ça dans votre budget IT. Pour les entreprises, là j'ai des offres un peu plus velues. Une voilà, que j'appelle Enterprise Cloud, où ça va être un tenant dédié pour l'entreprise, avec des SLA forcément différents, etc. Et puis une partie self-hosted, donc ça va être vraiment pour les boîtes qui ne veulent pas que leurs données aillent ailleurs, qui restent chez eux. Il y a où il faut faire l'intégration SSO. Et ce qui est intéressant, c'est la partie d'exposition d'applications qui peut être en privé, full privé. Parce que comme c'est du full AWS, donc l'appli, hein, c'est S3 CloudFront, donc c'est du statique, mais on peut la mettre en privé avec un load balancer et un VPC endpoint. En termes, quelques petites références, il y a une boîte pas anglaise, québécoise, pardon. Comment j'ai fait ça? Qui s'appelle Unicorn Cloud, qui est en fait c'est pas grave. Une boîte de consulting qui utilise à fond ce service pour faire l'onboarding. En plus, quand ils font de la génération d'infra, donc ça me permet de faire leur onboarding et après de voir le build pour ensuite. Il y a... Ouais. Ah, mais j'arrive même pas à sortir. Il y a Arza, mon ami qui est là, qui est aussi utilisé, qui l'a utilisé pour faire du debugging de son infra derrière. Vu savoir si tu veux. Je te Trop. donne l'autorisation. Plus tard. Elle est fat. Ouais, ok. Pour ceux qui veulent. Oui, lui, il a plus d'une centaine de lambda, par exemple, dans son truc. C'est fat. Et puis, pour la partie entreprise, forcément, je ne peux pas encore en parler, mais c'est en discussion. Voilà, c'est tout pour cette petite présentation. Si vous avez des petites questions, je suis... Ouais. Sinon, les gars sont pas encore là. Non. Merci. Merci. Original, dis-moi. Félicitations pour Merci. la solution, etc. Mais on sait que c'est pas souvent recommandé d'utiliser les NAT, etc. J'ai pas l'impression que les NAT, Ah, les network ACLs. Ah, ouais. S'il y a un consultant qui est passé avant Alors, et qui a positionné, voilà, on sait jamais. ouais, non, je t'avoue qu'effectivement, les network ACLs, ça c'est... j'ai pas travaillé dessus parce que ça fait quoi, 8 ans que je fais de la AWS, j'en ai jamais vu. Il y a une fois un client qui a voulu en mettre, il a regretté, il les a enlevés. Donc j'ai pas mis du temps dessus, mais si en fait, tu vois, je veux dire, je suis à la AWS, je suis consumer centric. Si il y a un moment un client qui me dit, moi j'aimerais bien avoir mes network ACLs, je vais le faire. Il n'y a pas de souci. D'ailleurs, si vous avez tous des suggestions, je suis open. Ouais. Est-ce que tu as prévu détecter les coûts interhésies avec... Non, parce que le problème des coûts interhésies, il faut vraiment que tu regardes toutes les métriques. Tu n'as pas forcément. D'ailleurs, en fait, à part aller voir finalement ton Cost Explorer et faire par usage, tu les as pas. Hein. Par contre, tu pourrais voir le jour où j'affiche les flow logs, c'est quelque chose que tu pourras voir. Effectivement, genre en live. Il me semble que c'est comme ça qu'ils font chez AWS. Ah, mais chez AWS, ils voient tout. Ils ont un espèce de flow de leur côté et après, en fait, ailleurs, chaque kilobyte, je crois, ou méga, pour savoir combien ils te refacturent. Et comment ça se passe avec l'intégration des comptes des clients? C'est un rôle qui est créé, un read-only? C'est un rôle que tu crées pour l'onboarding en fait. Je vais sur un exemple. Pas tout voir. On a donc j'ai des rôles qui sont. Enfin, j'ai déployé un rôle par exemple qui s'appelle Viscon avec un external ID
ça permet que si quelqu'un quand tu le déploies, il est obligé d'avoir ton external ID pour pouvoir, comme par exemple, si Jérôme il utilise, qu'il onboard un compte, rien, même s'il connaît le numéro du compte, il pourra pas, ça suffira pas. Ça permet que les clients entre eux ne peuvent pas aller voir les comptes des autres. Et donc ça se déploie assez facilement avec un petit CloudFormation que je fournis. Donc là il y a un petit bouton directement de LaunchStack qui va arriver sur l'affichage de la console CloudFormation avec directement en référençant l'URL qui est sur S3 du CloudFormation, la stack CloudFormation. Après, tu peux sinon directement juste le download, puis après le faire. Parce que par exemple, pour une organisation qui voudrait le déployer sur plein de comptes, tu vas utiliser CloudFormation Stackset. Tu vas pas t'obliger. Donc c'est pour ça que je fournis directement aussi le template. Il y a des cas où un client m'a dit, moi chez mon client, je ne peux pas déployer de rôle. Donc j'ai mis l'option, ce que j'appelle les temporary credentials. Typiquement, tu peux mettre ton access key, secret key. Et si tu es dans le cas où, par exemple, tu passes par AWS SSO, il te file des credentials temporaires, mais tu as aussi le session token. Donc ça te permet en fait assez facilement, si tu arrives chez un client et que ils t'ont filé un truc pour te connecter, tu peux quand même l'utiliser. Ouais. D'accord, mais du coup, les mises à jour, les nouvelles configurations qui sont ajoutées, à un moment donné, tu n'as plus accès parce que s'il y a tes crédentiels qui sont expirés. Ah oui, non mais ça c'est du temporaire généralement quand tu dis ça. Mais c'est pas la manière qui est recommandée. La manière recommandée, c'est la SUMROLL. Ça, c'est pour dépanner. Ouais, le CloudFormation, oui, c'est du read-only. Si je peux l'afficher là, j'ai besoin d'une assistance, monsieur. Est-ce que ça va dans le téléchargement? Je pense, ouais. Elle va dans le coin. Attends, regarde. Je sais pas. Ouais, vas-y. Ouais, parfait. Oh là. Voilà, celui-là. Est-ce que tu peux me l'ouvrir quelque part? Truc de bonhomme. Hop. Voilà, donc pour faire... donc vous doutez bien qu'il y a j'appelle beaucoup de choses, et pour essayer de mettre le minimum. Donc, bon, il y a de temps en temps, pas eu le choix quand même d'avoir quelques manage policies, donc, mais tu vois, c'est que du read-only. Et après, il y a des services où des policies read-only soit n'existent pas, soit ne sont pas suffisantes. Parce que pour ça, je pourrais dire, je prends le YAM read-only de base, hein, mais non, il manque plein de trucs en fait. Donc c'est pour ça que la liste c'est beaucoup de get et de list, de describe, ou de batch get collection là, qui traîne là. Mais voilà, que du read-only, globalement. Je stocke aucune donnée. Non, c'est ça le but. En fait, de toute façon, derrière, ça appelle ma lambda, qui appelle l'API AWS, et puis qui renvoie directement ça par API Gateway. Donc il n'y a rien qui est stocké. La seule chose qui est stockée, c'est la configuration utilisateur. Donc tu vois, la partie compte, et puis j'ai une partie settings où tu peux sélectionner les régions que tu vois dans ta drop-down, et mettre une région par défaut. Voilà, si tu es toujours à chaque fois sur deux régions, ça va plus vite. Sinon, non, il n'y a pas de... Tu peux pas exporter par exemple sauvegarder une config, tu fais ton analyse du réseau par exemple, tu l'exportes pour après faire une comparaison, peut-être une autre fois, ça n'existe. Tu peux faire un export PNG de ton réseau. Juste PNG, et ça tu aurais... Pour l'instant, juste PNG. Ça, tu aurais... Et le PNG, c'est en front en fait. C'est pas... encore une fois, c'est pas en back, c'est en front, donc chez moi, il n'y a rien qui se passe. Donc du coup, pour les clients qui sont réticents par rapport à l'accès, donc c'est juste le fait qu'ils veulent créer, donner accès à ce rôle, pour ça 40, voilà. Mais sinon, il n'y a pas de snapshot de configuration. Non, rien du tout. C'est exactement le but de ma question.
dirais, oui, moi ça m'intéresse pas de donner accès à mon infra, à mon manga. Mais c'est pour ça qu'il y a l'offre Enterprise Self-Hosted en fait. C'est justement pour ces clients qui veulent pas que leurs données transitent ailleurs. Et pour avoir le contrôle. Effectivement, là, si je vais faire ça, peut-être. Je sais pas si ça va bien fonctionner sur son truc. Donc là, en plus, pour faire une haute définition, je fais une sorte d'upscale et puis tout ça peut me mettre temps. Mais en fonction des navigateurs, ouais, c'est cool, ça va bien fonctionner. Ah, Ouais, tu vas donc là. lequel? Voilà, tu as vu. Parfait. Ah. Voilà, j'ai mon fichier PNG. Je peux bien. Voilà, j'essaie de mettre quand même en bonne définition pour pouvoir que ce soit exploitable sur des gros quoi. Donc il y avait un grand zoom. C'est pour ça, oui. Je zoome et j'exporte. Donc ça, voilà, c'est fait en front. Ça marche mieux sur Chrome que sur Firefox d'ailleurs. Une dernière question, t'as Ouais. pas une remise spéciale pour les gens qui viennent au Meetup? On peut en parler, on peut en discuter. Après, t'as 7 jours gratuits pour tester le truc. Après, à 19$ par mois, c'est pas non plus le truc le plus cher du truc. Hein. Voilà. Premium ChatGPT, hein, ça. Bon, plus d'autres questions? Eh ben, merci et bon appétit.